Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Donc le titre de la leçon est la respiration, deuxième leçon. La respiration cellulaire. Donc après avoir étudié la respiration pulmonaire, nous allons étudier aujourd'hui la respiration cellulaire. إذن بعد دراسة التنفس الرئوي سوف ندرس التنفس الخلوي. Pendant le jeûne, le corps continue de consommer de l'oxygène 300 litres par jour et de dégager du CO2 210 litres par jour en plus de composés azotés. إذن يستمر الجسم في استهلاك الأكسجين وثاني أكسيد الكربون CO2 أثناء الصيام. Donc, quelle est l'importance de ce gaz pour les cellules؟ إذا ما هي أهمية هذا الأكسجين بالنسبة للخلايا؟ أي غاز الأكسجين، ما هي أهميته بالنسبة للخلايا؟ Donc, analysons l'expérience suivante. Nous avons deux montages. Le montage A, où il y a un tube ne contenant rien et avec de l'eau de chaud en dessous. Le montage B, en plus de l'eau de chaud, nous avons un muscle. إذا لدينا في الأنبوب الأول A ماء الجير فقط وفي الأنبوب الثاني عضلة مع ماء الجير. Nous remarquons que l'eau de chaud dans le montage B devient trouble. إذا نلاحظ أن ماء الجير تعكر في الأنبوب B. D'abord, le montage A est appelé expérience témoin parce qu'il sert à la comparaison. Donc son rôle, c'est de comparer les résultats avec l'autre tube. Donc on appelle A, le montage A, l'expérience témoin. إذا نسمي التجربة A الشاهد لأنها تصلح لمقارنة الأنبوب الثاني. Par contre, le but de la deuxième expérience, c'est de savoir est-ce que le muscle respire. Donc nous remarquons que puisque l'eau de chaud devient trouble, donc le muscle dégage du CO2. Puisqu'il dégage du CO2, donc il respire. إذن بما أن العضلة تطرح ثنائي أكسيد الكربون الذي جعل ماء الجير يتعكر، إذن هذه العضلة تتنفس. Donc l'eau de chaud devient trouble car le muscle dégage du CO2. Donc la même idée, nous avons trois tubes 1, 2 et 3. Avec le tube 1 contenant un muscle, le tube 2 avec un muscle nouveau. Avec 2, on a un muscle qui a été cuit. Et enfin 3, il n'y a aucun muscle. Donc nous remarquons que l'eau de chaud, c'est-à-dire eau de chaud claire, au niveau du tube numéro 2 et de 3. Par contre, au niveau du tube numéro 1, il y a du CO2 dégagé par ce muscle et qui a induit que l'eau de chaud devient trouble. Maintenant, nous remarquons que l'eau colorée au niveau du tube 2 et 3 reste au même niveau. Par contre, au niveau du tube numéro 1, l'eau colorée monte dans le tube. Donc ceci indique que le muscle consomme de l'oxygène, il inspire de l'oxygène. C'est pour cela que l'eau colorée monte dans ce tube. Par conséquent, le muscle, c'est-à-dire les cellules de ce muscle, donc ce muscle dégage du CO2, ce qui a entraîné que l'eau de chaud devient trouble, et il consomme de l'oxygène, ce qui entraîne la montée de l'eau colorée dans ce tube. Donc l'eau de chaud devient trouble car le muscle dégage du CO2 et l'eau colorée monte dans le tube car le muscle absorbe de l'oxygène. Donc le muscle respire. Puisque le muscle consomme de l'oxygène et dégage du CO2, donc il respire. إذن بما أن ماء الجير تعكر، إذن خلايا العضلة تطرح CO2، وبما أن الماء الملون يصعد في الأنبوب، إذن هذه الخلايا تمتص الأكسجين، إذن خلايا المسكل أو العضلة تتنفس. Prenons maintenant la levure. Donc nous mettons
un morceau de levure dans de l'eau, puis on met dessus des ballons. On remarque que les ballons gonflent. Donc il y a dégagement d'un gaz. Lorsqu'on analyse ce gaz, on constate que c'est du CO2. Donc, les levures qui sont des champignons microscopiques dégagent du CO2, donc elles respirent. إذن عندما نأخذ قطعة من الخميرات، والخميرات هي نوع من الفطريات المجهرية، أي كائنات حية هي نوع من الفطريات المجهرية. نلاحظ عندما نضعها في ماء أن هذه الخميرات تطرح غاز، وعندما نقوم بالكشف عن هذا الغاز بواسطة ماء الجير نستنتج أنه ثنائي أكسيد الكربون. إذن هذه الخميرات تتنفس وهي تطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. Donc, les levures sont formées de champignons microscopiques. Donc, ce sont les cellules de levure qui respirent et qui dégagent du CO2. Si on prépare une suspension de levure dans un milieu oxygéné contenant du glucose et on mesure la concentration de l'oxygène et de CO2 à l'aide de capteurs reliés à un ordinateur, on obtient des courbes. إذن هنا عندما نقوم بوضع خميرات في ماء ونربطها بجهاز يمكننا من قياس نسبة الأكسجين في هذا الوسط ونسبة CO2 نحصل على المبيان التالي. Donc ici nous avons l'expérience où il y a des sondes et qui sont reliées, des sondes qui captent la quantité d'oxygène et de CO2 reliées à un ordinateur. Donc nous obtenons le graphique suivant. Donc verticalement nous avons la quantité d'oxygène à gauche et la quantité de CO2 à droite. La courbe de l'oxygène, donc cette courbe de l'oxygène est descendante. Donc la quantité d'oxygène diminue dans ce milieu. Donc les levures consomment de l'oxygène. Puisqu'il est descendu de plus de 200 à presque zéro. إذن بما أن منحنى الأكسجين تنازلي، هذا يدل على أن نسبة أو كمية الأكسجين تنخفض في هذا الوسط. إذن الخميرات تمتص الأكسجين. La courbe de CO2 est ascendante, donc la quantité de CO2 augmente. Par conséquent, les cellules des levures dégagent du CO2, puisqu'il est monté de 0 à peu près jusqu'à plus de 250. إذا منحنى CO2 تصاعدي يدل على أن في هذا الوسط هناك ارتفاع نسبة أو كمية ثاني أكسيد الكربون الذي تطرحه هذه الخميرات. إذا هذه الخميرات تمتص الأكسجين وتطرح CO2، إذا فهي تتنفس. Donc la courbe de l'oxygène est descendante, donc la quantité d'oxygène diminue. La courbe de CO2 est ascendante, donc la quantité de CO2 augmente. Par conséquent, la levure respire. Maintenant, nous allons comparer la quantité de glucose et d'oxygène et de CO2 dans le sang entrant et sortant du muscle. Donc nous allons comparer la quantité de glucose, d'oxygène dans le sang qui entre dans le muscle et la quantité de ces éléments dans le sang qui sort du muscle pendant que le muscle est au repos et pendant que le muscle est en activité. إذن سوف نقوم بمقارنة كمية الجلوكوز والأكسجين في الدم الداخل للعضلة وفي الدم الخارج من العضلة أثناء الراحة وأثناء نشاط عضلي، وكذلك نسبة ثنائي أكسيد الكربون في الدم داخل العضلة وفي الدم الخارج من العضلة أثناء الراحة وأثناء النشاط. إذن donc dans 100 millilitres de sang, donc la quantité de glucose était de 90 mg dans un muscle au repos. Lorsque le sang sort du muscle, il ne reste plus que 80. Donc la quantité de glucose dans le sang entrant dans le muscle est supérieure à la quantité de glucose dans le sang qui sort de ce muscle. Comparant l'oxygène, la quantité d'oxygène 20 est supérieure dans le sang qui entre dans le muscle est supérieure à la quantité d'oxygène qui est 15 dans le sang qui sort de ce muscle.
Enfin, le CO2, il était 49 dans le sang qui entre et il est devenu 54. Donc nous allons dire que la quantité de CO2 dans le sang qui entre dans le muscle est inférieure à la quantité de CO2 dans le sang qui sort du muscle. Pour le muscle en activité, donc qui est en train de se contracter, nous avons le glucose dans le sang qui entre, on a 90 et dans le sang qui sort, nous avons 50. Donc nous allons dire que la quantité de glucose dans le sang qui entre dans le muscle est supérieure, est beaucoup supérieure que la quantité de glucose dans le sang qui sort. Donc le muscle consomme du glucose. La quantité d'oxygène dans le sang qui entre est 20. Dans le sang qui sort, nous avons seulement 11. Donc nous allons dire que la quantité d'oxygène dans le sang qui entre dans le muscle est supérieure à la quantité d'oxygène dans le sang qui sort de ce muscle. Et la quantité de CO2 qui entre dans le muscle est inférieure à la quantité de CO2 dans le sang qui sort de ce muscle, puisque 49 est supérieur à 58. Et donc, en tout cas, on a toujours la quantité de glucose et d'oxygène dans le sang qui entre dans le muscle, que ce soit au repos ou en activité, est supérieure à la quantité de glucose et d'oxygène dans le sang qui sort de ce muscle. Et inversement, la quantité de CO2 dans le sang qui entre dans le muscle, que ce soit au repos ou en activité, est inférieure à la quantité de CO2 dans le sang qui sort de ce muscle. Donc le muscle consomme du glucose et de l'oxygène et dégage du CO2. La différence est que cette quantité devient plus importante pour un muscle qui est en activité, puisque il a consommé par exemple 10 mg, 90 moins 80, ça fait 10 mg de glucose. Par contre, en activité, il a consommé 40, donc 90 moins 50, c'est 40, il a consommé 40. La même chose pour l'oxygène. إذا نسبة الجلوكوز والأكسجين في الدم داخل للعضلة أكبر من نسبتهما في الدم الخارج من هذه العضلة. فقط هذه النسبة تصبح أكثر بالنسبة لعضلة بالنسبة لعضلة أثناء النشاط. والعكس، نسبة CO2 ثاني أكسيد الكربون في الدم الخارج في الدم داخل العضلة هي أقل من نسبة هذا الغاز CO2 في الدم الخارج منها. إذن وتصبح هذه الكمية أكبر كلما كانت العضلة في حالة نشاط. خلاصة القول أن العضلة تستهلك، أي خلايا العضلة، أن العضلة تستهلك الجلوكوز والأكسجين الذي تأخذ من الدم وتطرح في الدم CO2، وهذا العمل تقوم به أكثر كلما كانت العضلة في حالة نشاط. Donc la quantité de glucose et d'oxygène dans le sang entrant dans le muscle, la quantité de glucose et d'oxygène dans le sang entrant dans le muscle est supérieure, ici il y a une faute, est supérieure à celle dans le sang qui en sort. Et l'inverse pour CO2. Donc سوف نقول أن كمية الجلوكوز والأكسجين في الدم داخل العضلة هي أكبر من نسبتهما في الدم الخارج من العضلة، والعكس بالنسبة ل CO2. Donc, expliquons maintenant pourquoi le muscle, c'est-à-dire les cellules de ce muscle, consomment du glucose et de l'oxygène et dégagent du CO2. Donc nous avons ici une cellule. Donc le sang donne aux cellules le CO2 et le glucose, et cela pour faire l'oxydation de ce glucose, c'est-à-dire des nutriments, pour libérer l'énergie stockée dans ces nutriments. Ce qui en résulte, c'est du CO2 et des déchets que la cellule dégage dans le sang. Nous savons que 1 g de glucides libère 17 kJ. Même chose pour 1 g de protéines, 17 kJ. Et 1 g de lipides libère 38 kJ. Donc, عرفنا من قبل أن جرام واحد من السكريات أو البروتيدات فهي تحرر 17 كيلو جول من الطاقة، بينما جرام واحد من الدهنيات يحرر 38 كيلو جول. Donc la cellule
lorsque il reçoit les nutriments, par exemple le glucose du sang, il a besoin de libérer cette énergie. C'est pour cela qu'il a besoin d'oxygène. Donc il prend de l'oxygène du sang pour faire une réaction chimique qu'on appelle une oxydation. Donc la cellule fait l'oxydation des nutriments avec de l'oxygène pour libérer de l'énergie nécessaire à son fonctionnement. إذن الخلية عندما تريد أن تستخرج الطاقة الموجودة في المواد القيس، خصوصا المواد السكرية، فهي تقوم بتفاعل كيميائي نسميه أكسدة مواد القيس. donc أكسدة مواد القيس بواسطة الأكسجين، وذلك لتحرير الطاقة الكامنة في هذه الأغذية. Donc il en résulte de cette oxydation la libération de CO2, la libération d'eau et la libération de produits azotés, c'est-à-dire des produits qui contiennent des déchets qui contiennent de l'azote. Donc ils sont libérés vers le sang. ينتج عن هذا التفاعل إذن تحرير ثنائي أكسيد الكربون والماء ومواد أزوتية. هذه المواد يتم تحريرها في الدم. Donc l'oxydation, c'est la consommation d'oxygène pour libérer de l'énergie et il en résulte la libération de CO2. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Donc la respiration cellulaire, c'est l'oxydation des nutriments pour libérer de l'énergie. C'est pour cela qu'il y a consommation d'oxygène et de dégagement de CO2. On appelle ce phénomène la respiration cellulaire. إذن التنفس الخلوي أي التنفس الذي يحدث على مستوى الخلايا، التنفس الخلوي هو أكسدة مواد القيس بواسطة الأكسجين لتحرير الطاقة الكامنة فيها، ينتج عنه تحرير CO2. Nous savons que l'oxydation de 1 gramme de glucose, par exemple, libère 17 kJ. Donc, pour ces 17 kJ, la cellule consomme 6 kJ pour son fonctionnement. Il en reste 11. Donc, ces 11 kJ se transforment en chaleur. Ils sont dégagés sous forme, ils sont libérés ou bien dissipés sous forme de chaleur. إذن نعرف أن أكسدة جرام واحد من الجلوكوز يحرر 17 كيلو جول. جزء من هذه الطاقة فهي تستعمل في نشاط الخلية، أي مثلا في التقلص بالنسبة للخلية العضلة، والباقي أي 11 كيلو جول فإنها تضيع على شكل حرارة. Le glucose, sa molécule est C6, carbone C6, hydrogène 12 et l'oxygène 6, C6H12O6. Donc nous avons C6H12O6, c'est-à-dire le glucose, plus l'oxygène, nous donne 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie. Donc c'est la réaction qui se produit, la réaction d'oxydation qui se produit à l'intérieur de la cellule pendant la respiration cellulaire. إذا التفاعل الذي يحدث أثناء أكسدة مواد القيس لتحرير الطاقة هو الجلوكوز C6H12O6 زائد الأكسجين يعطينا ال CO2 زائد الماء زائد الطاقة. إذا هو التفاعل الذي يحدث أثناء التنفس الخلوي. Donc la cellule utilise de l'oxygène pour libérer l'énergie stockée dans les nutriments. Il en résulte de cette oxydation la libération de CO2. إذن الخلية تستعمل الأكسجين لتحرير الطاقة الكامنة داخل مواد القيس. ينتج عن ذلك عن هذه الأكسدة تحرير ثنائي أكسيد الكربون. La cellule utilise une partie de l'énergie pour ses fonctions. L'autre partie est dissipée sous forme de chaleur. Dissipée, c'est-à-dire perdue sous forme, transformée et perdue sous forme de chaleur. إذن جزء من هذه الطاقة تستعمل الخلية في وظيفتها وفي نشاطها، بينما الباقي يضيع ويتحرر على شكل حرارة. Bilan. Donc nous avons la cellule consomme les nutriments, à savoir les protéines, lipides et glucides. Elle consomme aussi de l'oxygène et ces éléments les procurent au niveau du sang.
Donc il va faire de l'oxydation de ces nutriments pour libérer de l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Il en résulte le dégagement de CO2 et de déchets. Donc cette réaction, c'est la réaction ou bien c'est la respiration cellulaire. إذا أثناء التنفس الخلوي الخلية تستهلك مواد القيت وهي بروتيدات الدهنيات والسكريات. تستهلك أيضا الأكسجين وهذه المواد كلها تأخذها من الدم. تقوم بأكسدة مواد القيت لتحرير الطاقة الضرورية لنشاطها. ينتج عن هذا التفاعل تحرير ثاني أكسيد الكربون وفضلات أزوتية مع الماء أيضا. وهذا هو الذي يلخص التنفس الخلوي. La même chose au niveau, c'est la même chose qui se produit au niveau d'un muscle que, comme on a vu tout à l'heure. Donc, le sang qui entre dans le muscle est riche en oxygène. Donc, les cellules de ce muscle consomment l'oxygène et le glucose pour faire l'oxydation des nutriments. Donc, c'est une réaction chimique d'oxydation pour libérer de l'énergie. Donc, cette énergie est utilisée pour le fonctionnement du muscle, à savoir son contraction. Et une partie de cette énergie est dissipée sous forme de chaleur. Il en résulte de cette oxydation la libération de CO2 des déchets dans le sang, ce sang qui sort riche en CO2 et en déchets. Il sort du muscle. Donc la définition de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est la réaction d'oxydation des nutriments pour libérer de l'énergie. التنفس الخلوي التعريف هو تفاعل أكسدة مواد القيت لتحرير الطاقة. Évaluation. Le tissu musculaire stocke le glucose sous forme de glycogène. إذن التمرين التقويمي يعطينا أن النسيج الخلوي على مستوى العضلة يخزن الجلوكوز على شكل سكر نسميه glycogène. Le tableau suivant présente la quantité de glycogène et d'oxygène dans la cellule musculaire. Donc, au niveau de ce tableau, nous avons la quantité d'oxygène consommée, la quantité de glycogène stocké dans les cellules musculaires au repos et dans la cellule musculaire en activité. إذن الجدول يعطينا نسبة الجليكوجين والأكسجين في الخلية العضلية. لدينا كمية الأكسجين المستهلك، كمية الجليكوجين المخزن في هذه الخلايا في خلايا عضلية أثناء الراحة وفي خلايا عضلية أثناء النشاط. Les questions. A. Comparer la quantité de glycogène stockée dans la cellule musculaire au repos et celle en activité en justifiant la réponse. قارن كمية الجليكوجين المخزن في الخلايا العضلية أثناء الراحة وأثناء النشاط مع تعليل الجواب. Expliquer pourquoi la cellule consomme plus d'oxygène en activité. فسر لماذا الخلية تستهلك كمية أكثر من الأكسجين أثناء النشاط. Expliquer pourquoi la température du corps augmente par l'effet physique. فسر لماذا حرارة الجسم ترتفع أثناء المجهود العضلي. Réponse. Donc la première question, comparer la quantité de glycogène stockée dans la cellule musculaire au repos et celle en activité en justifiant la réponse. Donc la comparaison de glycogène stocké, donc nous allons trouver la réponse au niveau de la troisième ligne du tableau. Quantité de glycogène stocké. On nous demande de comparer cette quantité. Donc nous allons utiliser les termes supérieurs, inférieurs, etc. Maintenant, nous remarquons que la quantité de glycogène stocké est 0,5 microgrammes. Microgramme, c'est une unité de mesure du gramme. Donc nous avons 1 milligramme égale à 1000 microgrammes. Donc la cellule stocke 0,5 microgrammes, la cellule lorsqu'elle est au repos. Lorsqu'il est en activité, elle stocke seulement 0,37. Donc c'est-à-dire qu'elle a consommé une quantité de glycogène. Donc pour la comparaison, nous allons dire que la quantité de glycogène stockée dans la cellule au repos est supérieure à la quantité de glycogène stocké dans la cellule musculaire en activité.
La justification, c'est parce que 0,5 microgrammes est supérieur à 0,37 microgrammes. Donc nous avons le tissu musculaire avec en rouge, c'est une cellule au repos qui contient 0,5 microgrammes de glucose. Au blanc, nous avons des cellules musculaires en activité et qui stockent seulement 0,35 microgrammes. Donc nous remarquons que la cellule en activité a perdu, elle a consommé une quantité de glycogène. Par contre, une cellule au repos renferme encore plus de glycogène. Et pour la comparaison, nous allons dire que la quantité de glycogène dans la cellule au repos est supérieure à la quantité de glycogène dans la cellule en activité, puisque 0,5 microgrammes est supérieur à 0,37 microgrammes. Donc, la quantité de glycogène stockée dans la cellule musculaire au repos est supérieure à celle en activité, car 0,5 microgrammes est supérieur à 0,37 microgrammes. Deuxième question. Expliquez pourquoi la cellule consomme plus d'oxygène en activité. Donc ici, au niveau de la deuxième ligne du tableau, nous avons la quantité d'oxygène consommée dans la cellule au repos est de 0,3 microlitres. Donc microlitre, c'est une unité de mesure des litres. 1 millilitre égale à 1000 microlitres. Par contre, au niveau de la cellule musculaire en activité, elle a consommé 0,7. Donc elle consomme plus d'oxygène. La cellule consomme plus d'oxygène lorsqu'elle est en activité. On nous demande d'expliquer pourquoi la cellule en activité consomme plus d'oxygène. Donc tout simplement parce que cette cellule en activité elle a besoin d'énergie. Puisqu'il a besoin d'énergie, il a besoin d'oxyder plus de glycogène. Par conséquent, il a besoin de plus d'oxygène. إذن هذه الخلية التي هي في حالة نشاط تحتاج إلى طاقة أكبر. إذن فهي تحتاج إلى أكسدة كمية أكبر من الجلوكوجين. وبالتالي فهي سوف تستهلك كمية أكبر من الأكسجين. Donc la cellule en activité consomme plus. Donc la cellule en activité consomme plus d'oxygène car elle doit oxyder plus de glucose pour avoir plus d'énergie. Troisième question, expliquez pourquoi la température du corps augmente après l'effort physique. Donc nous savons que une partie de l'énergie est dissipée et perdue sous forme de chaleur. Donc plus on fait de l'effort physique, plus on a tendance à perdre plus de chaleur, donc à fabriquer plus de chaleur, donc la température du corps augmente. إذن كلما قمنا بمجهود عضلي جزء من هذه الطاقة التي حررتها الخلايا أثناء أكسدة مواد القيد أي في التنفس الخلوي يتحول إلى حرارة. إذن حرارة الجسم ترتفع. La température corporelle augmente par l'effort physique car une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. إذن حرارة الجسم ترتفع أثناء المجهود العضلي لأن جزء من الطاقة يضيع على شكل أو يتحول إلى حرارة ويضيع على شكل حرارة. Maintenant, résumé de l'hygiène de l'appareil respiratoire. إذن سوف نقوم بتلخيص ونبدأ عن كيف نحافظ على سلامة وصحة الجهاز التنفسي. Donc, nous allons parler des dangers qui guettent l'appareil respiratoire et les mesures préventives. إذن سوف نتحدث عن مخاطر التي تهدد سلامة الجهاز التنفسي وعن الإجراءات لوقاية هذا الجهاز. La respiration est une fonction vitale pour l'organisme. Comment préserver la santé de cet appareil? التنفس وظيفة حيوية بالنسبة للجسم. فكيف نحافظ على صحة وسلامة هذا الجهاز أي الجهاز التنفسي؟ Ici nous avons l'aspect du poumon d'une personne fumeuse et d'une personne normale. هنا نلاحظ شكل رئة شخص يدخن ورئة شخص عادي لا يدخن. Donc nous remarquons que le fumeur a un poumon qui est pollué par le tabagisme. La cigarette renferme beaucoup de produits toxiques. إذن السيجارة تحتوي على أو مكونات السيجارة في مكونات السيجارة نجد
عدة مواد ضارة ومواد سامة بالنسبة للجسم. Qu'on peut d'ailleurs, ces produits qu'on peut trouver dans les produits de peinture, etc. Donc le tabac constitue la première cause de décès dans le monde. التدخين يشكل أول سبب في الوفيات في العالم. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac a tué 5 millions de personnes en 2004, c'est-à-dire 75% de ces décès sont causés par le cancer de poumon. Le tabac est aussi une grande cause de maladies cardiaques. Ces maladies sont causées par les composants toxiques de la cigarette, tels que le monoxyde de carbone, le goudron, le benzène, etc. Donc, il y a aussi le tabagisme passif, c'est-à-dire lorsque quelqu'un reçoit les déchets de la cigarette sans qu'il fume. Le tabac cause aussi la mort, elle cause des cancers, etc. Donc il y a les effets de ce tabac. Il y a des effets sur la bouche, le nez et la gorge, des effets sur le cerveau, des effets de l'appareil respiratoire et des effets sur le cœur et les vaisseaux sanguins. إذن هناك تأثيرات خطيرة بالنسبة للمواد الموجودة في التدخين على الفم، الأنف والبلعوم، كذلك مؤثرات ومضاعفات على الجهاز العصبي، بالإضافة إلى تدمير الجهاز أو تدمير الجهاز التنفسي وكذلك الجهاز القلب والشرايين. Donc on a aussi des effets négatifs sur la vessie, les reins, les effets sur les jambes, les effets sur l'appareil digestif et des effets sur la peau. إذن التدخين يؤدي إلى ظهور اضطرابات عصبية، سرطان على مستوى الرئتين، أمراض على مستوى عضلة القلب، وكذلك سرطان المثانة، التهاب شرايين طرفين السفليين. التدخين أيضا يؤدي إلى سرطان على مستوى الفم والشفتين والحنجرة والبلعوم، التهاب المسالك التنفسية، قرحة وسرطان المعدة إلى آخره. Le tabac renferme des matières toxiques qui provoquent des cancers, des maladies cardiaques et nerveuses. Maintenant, nous allons parler d'un microbe qui infecte les poumons, donc, et qui induit une maladie qu'on appelle la tuberculose. Et donc la tuberculose, c'est une infection pulmonaire par une bactérie, appelée bactérie de Koch. إذن لدينا عندنا مرض يصيب الرئتين وهو داء السل، مرض على مستوى الرئة، داء السل الذي تسببه جرثومة، إذن هو مرض معدي. Donc la tuberculose, l'agent responsable est une bactérie qu'on appelle la bactérie de Koch. Pour les symptômes, on a la fièvre, la fatigue, des toux grasses, etc. La transmission, pour les éternuements et position des malades. Donc les conséquences d'abord, il y a infection des poumons, mais d'autres organes peuvent être touchés. les agents responsables أي المسؤول عن هذا المرض وهي بكتيريا تسمى بكتيريا دو كوك. نسبة للأعراض، هناك حرارة، ارتفاع الحرارة، يعني ثعب شديد، كحة إلى آخره. بالنسبة لطريقة العدوى تتم إما عن طريق الكحة أو عن طريق الجزيئات الصغيرة الموجودة في بقايا اللعاب الذي يخرج من المريض. وهذا النتيجة لهذا نلاحظ يعني تأثير الرئتين، ولكن يمكن أن يؤثر هذا الجرثوم على أعضاء أخرى من غير الرئتين. La tuberculose est une maladie de poumon contagieuse. Elle est causée par la bactérie de Koch. Donc داء السل هو مرض يصيب الرئتين وهو مرض معدي، يعني يتم العدوى من شخص إلى شخص آخر، وهو ناتج عن بكتيريا تسمى بكتيريا ولا بكتيريا de Koch. Deuxième maladie
qui attaque les poumons, c'est le virus de la grippe. إذن المرض الثاني الذي يصيب هذا الجهاز وهو الزكام، وهو بسبب فيروس أو حماة الزكام. Donc il y a le rhume, il y a la grippe, il y a une différence entre les deux, et en tout cas c'est un virus qui attaque les poumons, et nous savons que c'est une maladie contagieuse d'une personne à une autre. La grippe infecte les poumons, elle est causée par un virus. Troisième maladie qui attaque les poumons, c'est l'asthme. هناك مرض آخر يصيب الرئتين وهو مرض الربو. L'asthme est une maladie respiratoire. Un gaz très toxique pour les poumons, c'est le monoxyde de carbone, CO. Attention à l'intoxication au monoxyde de carbone. C'est un gaz qui est sans couleur, sans odeur et sans saveur, et par conséquent on peut le prendre sans savoir, sans le sentir, et c'est un gaz très toxique, c'est-à-dire qu'il est mortel. لدينا أيضا غاز سام جدا بالنسبة للرئتين، وهو غاز أحادي أكسيد الكربون، وهو غاز سام لأنه غاز بدون لون وبدون رائحة وبدون طعم. إذن يمكن الإنسان أن يقوم باستهلاك هذا الغاز دون أن يحس به، وهو غاز قاتل وسام. Donc ce gaz apparaît lorsqu'il y a une combustion incomplète, il y a formation de CO. إذن هذا الغاز يتم تحريره عندما يكون الاحتراق غير كامل، فهذا يؤدي إلى إنتاج هذا الغاز السام. Il y a des alarmes de CO, bien des détecteurs de CO qui peuvent être utilisés pour la prévention. Donc ce sont des appareils très utiles. Le monoxyde de carbone, CO, est un gaz très toxique. أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام جدا. Il y a aussi la pollution avec d'autres gaz que le CO, à savoir le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone, etc., par l'échappement des voitures, des usines, ainsi de suite. Donc, pour résumer, les dangers menaçant l'appareil respiratoire, il y a le tabagisme, la tuberculose, l'asthme, la grippe et la pollution au CO, SO2 et CO2. إذا بالنسبة للمخاطر التي تهدد سلامة الجهاز التنفسي، لدينا التدخين، مرض داء السل، لدينا أيضا الربو والزكام، وأيضا التلوث بأحادي أكسيد الكربون SO2 et CO2. Mesures préventives. Nous avons hygiène des mains et de la bouche. Il faut éviter la pollution. Il faut aussi faire des sorties dans la nature et il faut pratiquer du sport. Donc الإجراءات الاحتياطية للمحافظة على سلامة هذا الجهاز التنفسي: تنظيف اليدين والفم، يعني اجتناب التلوث بجميع أنواعه، القيام بخرجات في الطبيعة لاستنشاق الهواء النقي المملوء بالأكسجين، ويجب ممارسة الرياضة. Et merci.